Voilà, bonjour à tous. Mort ou disparition de migrants africains, voici notre thématique de ce jour. Nous en parlons avec M. Cissé Abderrahmane. Il est chargé de communication de la société, de la Convention de la société civile. Bonjour. Bonjour Merci madame, d'être là. merci C'est beaucoup. très éloquent ce qu'on vient de voir. Absolument, Et je peux dire qu'ils ont eu même la chance. Ils sont vivants. oui. Parce que pour l'année 2016, nous sommes toujours en 2016, nous avons plus de 720 000 disparus. Non, 720, plus de 720, Plus de 720 plus de 720 migrants disparus. Et disparus. on a aussi des Ivoiriens Oui, absolument. qui ont disparu au niveau du désert, principalement au Niger. Oui, au Niger Mais et ils dans la sont Méditerranée. pas d'identification, Oui. rien du tout, donc on ne peut pas savoir de qui il s'agit. Déjà, comment vous savez que ce sont des Ivoiriens? Bon, avant Bonjour de et merci répondre, d'être là. oui, merci beaucoup madame. Avant de répondre à votre préoccupation, nous étions en Mauritanie du 25 au 2 octobre. Oui. C'est-à-dire du 25 septembre au 2 octobre, nous étions en Mauritanie dans le cadre de notre réunion annuelle pour discuter des questions migratoires et encore dégager des perspectives éventuellement. Et à cette occasion, on a évoqué le volet disparition des migrants, mort des migrants. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Donc logiquement, il y a des parents qui nous contactent par téléphone. Cela peut se faire éventuellement à dire que oui, on a perdu quelqu'un, comme ça s'est fait récemment. Ils nous ont appelé d'Aloa, qu'il y a 2 Ivoiriens qui ont péri dans la Méditerranée. Oh my God. Voilà, exactement. Maintenant, comment retrouver les traces? Donc, c'est un peu Et qui difficile. vous appelez le Dalois? Bon, en tout cas, c'est une personne qui m'a appelé, un homme. Mais comment il a... Enfin, je veux dire, quelle a été sa source d'info? Donc, les 2 jeunes ont quitté Daloa Waouh, pour la Libye, je crois. oh mon Dieu. Et donc, ils ont eu l'information qu'ils ont péri. Bon. Ben, ils sont partis avec un ensemble de jeunes. Mais il se trouve que certains la sont région. de la région. Certains sont arrivés en Europe, mais il n'y avait pas de ces 2 jeunes Ivoiriens. Certains Voilà. sont arrivés, enfin, du groupe qui est parti de Oui, du groupe Daloa, qui est donc, parti, exactement. certains sont arrivés et Oui. il y en a 2 qui ont péri en mer. Exactement. Vous voyez, donc là, c'est un peu difficile. C'est pour cela que éventuellement, on essaye de voir, comme le fait le Comité international de la Croix-Rouge, c'est-à-dire le rétablissement des liens familiaux. Donc, je pense qu'ils possèdent l'expertise en la matière et déjà, ils nous ont contactés au niveau de la Convention de la société civile ivoirienne et de voir comment, de manière synergique, on pourra travailler ensemble. Parce qu'il faut arriver à identifier, n'est-ce pas, les disparus Disparus. au niveau d'abord du Sahara et ensuite, n'est-ce pas, de la Méditerranée. Alors, avant d'aller plus loin dans cette thématique, essayez de planter le décor. Oui. Nous parlons de migration, certes le thème de ce jour, mort et disparition de migrants africains. Mais parlons un peu de la migration. Oui. Quand on parle et on va nous ramener à tous ces éléments, enfin les éléments qu'on a eu à voir avant de prendre la parole. Pour vous, c'est quoi? Présentez-nous un peu la migration. Quand on dit la migration clandestine, évidemment. Bon, avant de répondre encore également à cette deuxième préoccupation, il faut savoir que il y a la Déclaration universelle des droits de l'homme. Dans son article 13, stipule que toute personne a le droit de circuler librement. Donc c'est pour dire que cet article, n'est-ce pas 13 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, mentionne cet aspect-là de liberté de circulation. Et tout citoyen aussi a le droit de quitter tout pays et d'y revenir. Mais dans des règles, avec oui, absolument. bien sûr, absolument. voilà. Oui, absolument. Sinon, voilà. Absolument. Donc, concernant maintenant les migrants qu'on appelle éventuellement clandestins, mais je pense que ce sont des termes péjoratifs quand on parle de migrants clandestins, etc. etc. Quel nom, selon vous, on devrait leur... En situation irrégulière. en situation C'est ce que j'ai dit irrégulière. effectivement une fois, et d'un moment à l'autre, la situation peut être régularisée. Donc il est préférable, parce qu'il est quand même impensable de traiter quelqu'un de clandestin, un être humain. Parce que l'être humain est sacré, et je pense que la Déclaration universelle aussi des droits de l'homme qui consacre cet aspect-là. En son le article sacré. 13, Non, l'article 13 consacre effectivement, porte sur la liberté de mouvement. circulation. Le mouvement, la liberté de effectivement. circulation. Liberté de D'accord, mais circulation. cette liberté de circulation n'entrave pas les droits des pays et des nations à se protéger, à établir leurs lois et les règles. Oui, je suis entièrement d'accord. Il faut des lois pour que Bien- les choses bien puissent sûr. bien avancer, pour réguler un peu, n'est-ce pas, la vie sociale. C'est normal qu'il y ait des lois, des textes de loi. Là, c'est important. Donc, la personne qui voyage aussi doit se conformer à ces règles, naturellement. évidemment. Puisqu'au niveau même de la CEDEAO, il y a des règles. Même si vous voyagez avec la carte d'identité nationale d'un pays à un autre, mais au moins, il faut posséder la carte nationale d'identité, qui est une pièce aussi, n'est-ce pas, Et avec normalement, laquelle vous on peut devriez voyager. pouvoir passer sans Oui, difficulté exactement. aux frontières. Tout à fait. Sans. Bon, d'accord. Revenons à notre sujet, Oui. parce que là aussi, c'est une autre problématique. Donc, ces personnes-là sont en situation irrégulière. Irrégulière. Vous ne souhaitez pas qu'on les appelle migrants,
Mais plutôt clandestins. Non, ce n'est pas ça, c'est le contraire plutôt. On peut les appeler migrants ou des migrants en situation irrégulière. Bon, d'accord, des migrants en situation irrégulière. Exactement. Qui prennent des chemins irréguliers pour arriver en Europe. En Europe. On est d'accord sur ce point? Absolument. D'accord. Ce que nous voyons là, ce sont donc, regardez les images, M. Cissé, ce sont des ghettos? Oui, ça c'est des ghettos. C'est un documentaire qui a été réalisé par nos collègues de Alternative Espace Citoyen du Niger. Nous étions récemment en Mauritanie. Donc, effectivement, c'est un documentaire très important. Ici, on voit les ghettos dans lesquels vivent les migrants avant leur départ pour l'Europe. Et là, nous sommes dans quel pays? À Niamey. Enfin, je dis à Niamey, c'est au Niger. Au Niger. En fait. Au Niger. Mais on nous fait dire de façon récurrente que ces ghettos ont été démantelés par le Niger, par l'État du Niger. Oui, par l'État nigérien. Maintenant, comment ils font alors, puisque les ghettos ont été démantelés? Oui, les ghettos ont été démantelés. Ils vont trouver d'autres circuits naturellement. Maintenant, il faut arriver aussi à savoir quels sont ces circuits-là. D'accord. Voilà. Et ces camions que Judith nous a présentés, ce sont donc leurs moyens de transport? Oui, les moyens de transport, ce sont des véhicules pick-up, souvent des 4x4, mais qui appartiennent à d'autres personnes, n'est-ce pas, qui exploitent des pistes spécifiques, qui maîtrisent effectivement l'étendue désertique, exactement, et qui conduisent les migrants jusqu'à un certain point. Et qui les laissent maintenant, je vais employer une expression, de se débrouiller seuls dans le désert. Et c'est là que souvent d'autres disparaissent. Malheureusement, certains aussi meurent, puisque avant même d'arriver, en juin 2015, on a trouvé dans un véhicule 18 corps, n'est-ce pas, de migrants décomposés. Wow. Et c'est une patrouille militaire nigérienne qui a pu découvrir cela. Il y a 92 femmes et enfants aussi qui ont disparu, en fait, qui sont morts d'abord de soif dans le désert nigérien. Et on n'a pas les nationalités? Non, à ce niveau-là, au niveau des 18 migrants, n'est-ce pas, il y a des Ivoiriens, des Sénégalais, des Maliens, des Libériens, des Centrafricains. Restez en notre compagnie, c'est à suivre la suite de notre entretien avec M. Cissé Abderrahmane. Je rappelle qu'il est le responsable de la communication de la Convention de la société civile. Nous parlons des morts et disparus migrants. Si vous avez un parent qui a disparu, restez en notre compagnie parce qu'il donnera en fin d'émission un numéro de téléphone où vous aurez la possibilité de mener les recherches avec eux. A tout de suite. Sous la présidence et la présence effective de son Excellence M. Daniel Kablan-Duncan, Premier ministre, le ministère du Plan et du Développement, la Banque islamique de développement et la Société islamique pour le développement du secteur privé organisent la 2e édition du Forum africain sur la finance islamique FAFI, 17-18 octobre 2016 à 9h, Sofitel Hôtel Ivoire, Abidjan. Un rendez-vous de plus de 300 experts pour mieux comprendre les enjeux de la finance islamique dans la vision d'une Côte d'Ivoire émergente. Inscription www.plan.gouv.ci 20 20 08 76. Merci d'être avec nous ce matin. Monsieur Cissé Abderrahmane de la Société de la Convention de la société civile nous accompagne. Notre thématique mort ou disparition des migrants africains. Nous en parlions tout à l'heure avec lui avant d'aller à la pub. Alors nous disons que ces personnes qui ont disparu dans le désert, il y a des Ivoiriens. Ce qui veut dire que la problématique touche de plein fouet la Côte d'Ivoire. Oui. Puisque à une certaine époque, c'était le nombre d'Ivoiriens qui partaient, qui essayaient donc cette aventure, était très réduit. Mais aujourd'hui, comme si on n'a plus peur, comme si il y a quelque chose qui nous pousse, les Ivoiriens de plus en plus sont très nombreux dans ces migrants, soit qui meurent en mer, soit qui disparaissent dans le désert. Oui, mais je pense qu'il faut faire une analyse sociologique de la situation. Au départ, les Ivoiriens ne voyageaient pas, je crois bien. C'était des Ivoiriens qui obtenaient des bourses de l'État de Côte d'Ivoire, qui partaient à l'étranger, dans de bonnes conditions, exactement, qui revenaient. Mais la situation va changer à partir de 90. C'est ce qu'on a constaté. Okay. Et lorsque aussi il y a eu la crise, effectivement, post-électorale, la situation a beaucoup changé, effectivement. Les Ivoiriens vont beaucoup sortir. Et quand nous étions à Gardaïa, qui est une ville algérienne, qui peut dire frontière même du désert, donc il y a à peine 2 ans, on avait constaté qu'il y avait beaucoup d'Ivoiriens à Gardaïa. Qui attendaient? Non, avec lesquels j'ai échangé. Qu'est-ce qu'ils On me dit, faisaient? me voici tes frères. Je vais et puis j'échange. Non, ils viennent d'arriver peut-être il y a 1 semaine, 2 semaines. Vous voyez? Et ils étaient au moins, les Ivoiriens étaient en Algérie à peu près estimés à 1000 Ivoiriens au moins en Algérie. transit?
Bon, certains s'étaient déjà établis. Ok. Oui, Mais d'autres ils ne travaillaient. sont pas venus pour rester, en fait. Ah, nous, enfin, ça, c'est des projets personnels. Mm. Oui, il y a des Ivoiriens qui travaillent sur des chantiers, dans des plantations de vignes, en Algérie, etc. Bon, donc, c'est pour dire qu'effectivement, c'était un peu inquiétant de voir au moins plus de 1000 Ivoiriens, au moins. Il y a des femmes dedans avec leurs enfants? Oui, il y a des femmes, oui, il y a des femmes et des enfants. Des femmes, et il y a des femmes aussi même qui ont accouché en Algérie. Donc, c'est dit que c'était vraiment préoccupant. Mais je pense que l'État de Côte d'Ivoire aussi a fait des efforts considérables. Parce qu'en faisant rentrer des réfugiés ivoiriens, je pense qu'il y a 300 000. Et déjà, on est à 42 000 et quelques qui restent. Donc l'effort vraiment a été accompli. Donc c'est pour montrer le nombre d'Ivoiriens un peu à l'extérieur. Ce sont des chiffres officiels que je donne. Vous voyez. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, on peut trouver les Ivoiriens un peu partout. D'accord. Oui. Alors, dans ces passages ou ces couloirs de la mort, Oui. on arrive, c'est pas très évident qu'on arrive vivant. Ceux que vous rencontrez, quelle est la mentalité? Parce qu'on se dit, on entend à chaque fois des chaloupes qui chavirent. Là, dans l'élément que nous avons eu avant l'antenne, Oui. il dit la pirogue était percée. En fait, je pense que Dieu lui a même fait grâce d'être vivant pour nous raconter. Oui. Parce qu'il y a souvent des embarcations qui périssent. Quelle est cette mentalité quel est ce cœur qu'ils ont? Je ne comprends pas. Pour affronter souvent la mer avec des embarcations, même de petites pêches. Et on se dit, on va en Europe. Alors qu'aujourd'hui, l'Europe, c'est pas... Enfin, chacun a ses problèmes. Et on le sait très bien, l'Europe se barricade. Oui, absolument. Avec Frontex, bien sûr. Oui, bien sûr. Oui. Alors, quand vous rencontrez les migrants, qu'est-ce qu'il est... Enfin, on va dire la situation de pauvreté, mais en face, il y a la mort. Il y a la mort. Bon, j'ai échangé avec des communautés migrantes en Algérie, comme j'ai dit il y a à peine 2 ans, avec des Camerounais, Nigériens, Ivoiriens, Maliens. Pratiquement, on n'a pas toute l'Afrique, Dieu merci, mais Oui. certains pays. Oui, sont l'Afrique de l'Ouest, représentés. c'est dans des ghettos. Hein, c'est dans des ghettos. Ouais. Donc, j'ai échangé avec eux. Mais en fait, ce qui revient la plupart du temps, et de manière récurrente en fait, c'est l'amélioration de leurs conditions de vie. C'est ce que j'ai constaté. J'ai dit, mais pourquoi vous êtes ici? Nous, on est venu parce que la famille n'a plus les moyens. C'est difficile. Donc, on est venu, quand même, c'est l'expression qu'ils emploient, on est venu se chercher. J'ai dit, mais en Algérie, ils disent, bon, c'est possible, mais c'est une phase transitoire. Donc, ils sont là, c'est-à-dire pour accumuler un peu d'argent, n'est-ce pas? Et puis ensuite, n'est-ce pas, traverser certainement la Méditerranée. Traverser avec une... Mais rares sont ceux qui sont venus pour s'établir intégralement en Algérie. Oui, rares sont ceux avec lesquels nous avions échangé en tout cas. Et donc, ces camions que nous voyons, c'est... Ça sont des pick-up. Donc, les pick-up, effectivement... Oui, d'accord, c'est pick-up. J'ai vu un camion chargé. Oui, exactement. C'est la même chose en fait. Ok. Donc, ça appartient à des particuliers. Donc, ils mettent à la disposition de migrants, j'allais dire des candidats à l'immigration. Ok. Voilà. Et là, ils sont évidemment dans le ghetto. Oui, ça c'est le ghetto. D'accord. Bon, tous les ghettos ont été détruits. Détruits au Niger. Pour ne pas dire démantelés. Oui, au Niger. C'est le terme exact, démantelé. Oui. Et donc, quand ils montent sur ces camions-là, ils sont censés arriver à bord. Non. C'est-à-dire qu'en fait, le camion, c'est-à-dire quand ils montent à bord de ces véhicules, c'est pour les transporter uniquement que dans le désert. Puisqu'il y a 2 possibilités, il y a 2 axes. Soit aller vers l'Algérie, soit aller vers la Libye. Vous voyez, à partir de Arlit, et le choix va se faire. Soit Arlit, c'est où? Arlit, c'est toujours au Niger. Okay. À partir de Arlit, vous pouvez aller tranquillement vers Gardaya. Gardaya, c'est une grande ville qui se trouve à l'entrée même du désert. Et arrivé à Gardaya, automatiquement, vous êtes en Algérie. Puisque Gardaya est une ville algérienne. Et après l'Algérie, vous continuez, enfin vous travaillez un peu, ou si vous ne voulez pas, vous avez assez d'argent? Oui, il peut rester à Gardaya, faire peut-être 5 ans ou combien, je ne sais plus combien d'années à Gardaya. Puisqu'il y a des contrôles, n'est-ce pas, intempestifs, au niveau même de l'Algérie. Et récemment encore, il y a eu des refoulements qui ont été faits vers le Mali. Et il y avait aussi des Ivoiriens parmi, effectivement, ces migrants qui ont été parqués dans des endroits spécifiques et pour être rapatriés vers le Mali. Il y a eu beaucoup d'Ivoiriens. Donc, c'est pour dire qu'effectivement, la situation à ce niveau est critique. Les conditions de vie des migrants est critique. Mais bien sûr, avec tout ce qu'on voit oui, là, c'est parce pas très que évident. quand j'ai vu un peu le ghetto des Nigériens, n'est-ce pas, en majorité, voilà exactement, ça c'est un camion qui va transporter. Et là, le camion est censé... Et lorsque le camion a une panne, par exemple, dans le désert, qu'est-ce qui se passe? Quand il y a la panne, c'est difficile, donc le migrant est obligé de partir seul.
Dans le désert? Dans le désert, donc il ne sait pas s'orienter, même s'il a une boussole, est-ce qu'il peut l'utiliser réellement? Donc la situation est difficile. Donc c'est dans ce cas maintenant là que des migrants se perdent, meurent de soif, de faim, vous voyez. Et là, ça c'est au niveau du désert, parce que quand c'est la Méditerranée, ce sont les noyades. Voilà, au niveau, n'est-ce pas, du désert. Donc il y a des accidents, donc il y a des gens qui meurent, effectivement. Il y a des abus excessifs en termes de violations récurrentes des droits de l'homme, atteinte à l'intégrité physique. Et ce que nous déplorons, parce qu'il faut protéger les droits du migrant, n'est-ce pas? C'est un être humain. Et souvent, on arrive à violer ces droits-là. Bon, je veux dire, en même temps, il s'attend à ça, non? Non, il ne s'attend pas à ça. Il ne s'attend pas que ils ce ne soit connaissent tout pas rose, réellement les difficultés du parcours. Qu'on lui lance des fleurs et tout. Non, non, ils ne connaissent pas les difficultés du parcours. Ils partent sans savoir. C'est-à-dire, ils découvrent au fur et à mesure. C'est comme une preuve initiatique. J'allais dire un peu malheureuse, en fait. C'est-à-dire, ils découvrent, s'ils savaient, ils ont dit, un métier, c'est comme ça. Non, ils découvrent au fur et à mesure. Il y a un jeune Ivoirien qui venait tout juste d'arriver en Algérie. Et on m'a appelé, on dit, ah, voici un de tes frères. Bon, il était avec un groupe. Je voulais quand même l'orienter, lui donner quelques conseils, mais je ne pouvais plus. Pourquoi? Ah, mais il y avait d'autres personnes que moi je ne connais pas, enfin que je ne connaissais pas qui étaient là. Et on lui a dit, mais ton argent est arrivé. Il dit, oui, allons-y faire le retrait. Bon, donc j'ai su qu'ils allaient récupérer. Ce qui veut dire que la famille, enfin, je ne sais pas, parce que pour partir, il faut, selon les lectures qu'on a eu à faire, il faut maxi entre 2,5 millions, 3 millions, et même plus peut-être. Bon, cela dépend des situations. Hein. Il y a certains qui vont avec moins de 2 millions, d'autres vont avec 500 000, 700 000, 800 000. Mais cela dépend aussi des destinations. Peut-être que là, 700 000 francs, il va choisir le Congo ou le Gabon éventuellement. Vous comprenez? Mais avec plus d'1 million, il va viser l'Europe. Vous voyez, c'est en fonction des destinations. Les montants sont liés aussi à cela. Mais quand vous parlez avec ces personnes-là, est-ce que vous leur dites qu'avec cet argent, ils peuvent essayer de faire quelque chose chez eux, à la maison, dans leur pays? Bon, on n'aborde pas la chose de cette façon-là. Comment est-ce que vous échangez avec elles? On essaie de comprendre leurs difficultés. Ils posent des besoins spécifiques. Voici nos besoins. C'est le cas, par exemple, d'un responsable aussi, les docteurs migrants en Mauritanie. Et il était à notre réunion annuelle. Il a pris la parole. Il dit, je suis en Mauritanie il y a longtemps. Vous voyez, mais en fait, les migrants ont des problèmes. Et il a évoqué. Donc, c'est ainsi qu'il a félicité les organisations des droits de l'homme en Mauritanie, qui font l'effort pour que les conditions de vie des migrants puissent s'améliorer. Nous, c'est l'effort qu'on peut faire. C'est à deux niveaux. C'est d'abord la sensibilisation et le plaidoyer. Parce qu'il y a des personnes qui pensent que nous sommes comme une ambassade, on peut délivrer des visas. Non, on n'est pas une ambassade. On n'a même pas, on ne peut pas jouer ce rôle. C'est même pas normal. Ce que nous faisons, c'est la protection des droits des migrants. Lorsque les droits sont violés, nous réagissons. Parce que nous sommes aussi des militants des droits de l'homme, naturellement. Donc voilà ce que nous faisons. La protection, rien que la protection. La promotion, rien que la promotion. Donc quand les droits sont violés, nous réagissons. Lorsqu'un migrant, par exemple, n'a pas les soins conséquents qu'il faut, il y a des migrants malades. Mais forcément. Oui, forcément, ce sont des êtres humains qui peuvent tomber malades. Ouais, dans les conditions. Maintenant, comment faire pour que ces migrants-là puissent être pris en charge? Donc cet effort peut être fait. Et là encore, c'est en ville, hein, mais oui, ça c'est en ville. Dans le donc en termes de volet humanitaire. Oui. Et ensuite, il y a des migrants qui ont des enfants. C'est-à-dire, ils vont dans des pays, ils ont des enfants dans ces pays après. Ils ont des relations avec d'autres femmes, naturellement. Donc ils ont des enfants. Donc ces enfants aussi, il faut s'en occuper. Il faut les scolariser. Parce qu'ils ont droit à l'éducation. Est-ce qu'ils vont à l'école? Oui, exactement. C'est trop complexe la gestion même. De la situation même des migrants. Parce que chaque nation a ses droits et devoirs. Oui, oui, tout à fait. Qui souvent priment au détriment peut-être des droits de ces migrants-là, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. C'est juste. Parce que c'est par exemple l'organisation avec laquelle on travaille, Rencontre et Développement, qui est basée en Algérie, par exemple, a permis à ce que des jeunes Ivoiriens puissent suivre une scolarité normale. Qui étaient étudiants ici à l'université d'Abidjan, dans des lycées ici à Abidjan, qui sont retrouvés en Algérie, à la suite bien sûr de la crise post-électorale, et Rencontre et Développement appuyait effectivement l'éducation de ces jeunes-là. Alors c'est quoi leur projet au total, ces jeunes? Ces jeunes-là? Oui, leur projet définitif, c'est d'avoir un diplôme et de prendre une chaloupe pour partir en Europe. Oui, parce qu'on étudie le dossier d'abord pour savoir réellement ce que veut l'élève ou l'étudiant. Ah, je veux une formation. C'est comme une jeune demoiselle, une jeune fille ivoirienne. Elle a dit en Algérie que je veux faire de la coiffure. Donc, le père Yann qui était là en ce moment a dit, bon, il n'y a pas de problème. Donc, ils ont financé les cours de la jeune demoiselle et elle suivait les cours dans un institut de beauté. Alors, tel que vous présentez la situation, tout est beau, tout est mignon. Comment? Tel que vous présentez la situation, tout est beau, tout est mignon, on a envie du coup de devenir migrant? Non, pas du tout. Pas du tout.
Parce que nous-mêmes, vous voyez, c'est par amour que nous fonctionnons. Pour l'homme. Oui, pour l'homme, effectivement. Parce que c'est pour cela qu'on dit que l'humanité commence par l'autre. C'est bien. Vous voyez. Et ça, c'est important. Nous fonctionnons, on ne dit pas que c'est normal que les gens puissent souffrir après. Non, pas du tout. On ne doit pas penser comme ça. Parce qu'on doit penser à l'amélioration. Vous dites, ils sont déjà là. Voilà, penser à l'amélioration de la qualité des vies des personnes. On le fait par amour. D'accord. Donc, il n'y a pas de sensibilisation pour leur demander de retourner chez eux, non? Non, ce qu'on peut faire, cela dépend du migrant. Alors que vous ne forcez pas. Vous voyez, on a eu récemment une table ronde avec une fondation allemande sur la thématique de la migration, ici même à Abidjan. Donc la responsable de la fondation s'était rendue au Niger. Mais elle a vu que c'est une plaque tournante importante des flux migratoires au niveau même de l'Afrique. Elle est revenue, elle dit, ah mais tiens, donc qu'est-ce qu'on peut faire à ce niveau? Puisqu'elle a échangé, elle a compris un peu le contexte. Donc, il y a des migrants qui veulent retourner chez eux. D'autres ne veulent pas retourner. Ils veulent forcer quand même. Voilà, ils veulent forcer. D'autres même sont établis en Europe, on leur dit de venir, ils ne veulent pas. Vous voyez. Par exemple, ce monsieur qui a fait 14 ans, oui, sans papier, oui, et qui a été un bon matin refoulé. Oui, mais vous pouvez même faire 30 ans sans papier. Oui, même 50 ans sans papier. Oui, sans papier. Alors, mais quand ce genre de situation, c'est vrai que la façon dont il a été refoulé ne s'est pas faite de façon dans les règles de l'art. Oui. Mais ne pourrait-on comprendre que lorsqu'on est dans un pays, qu'on n'a pas de papier, on n'a pas droit à y être, et que tout peut vous arriver, vous êtes livré. C'est vrai qu'il y a les droits et tout ça, mais vous êtes dans une nation, vous ne respectez aucune règle de cette nation-là. Vous n'avez pas le droit d'être sur le sol. La seule possibilité qui peut vous arriver, il n'y a même pas deux cas pour vous. Oui, aussi, il y a oui, expulsé. je suis d'accord avec ce que vous dites. Que ce soit fait peut-être dans les règles de l'art, mais oui, vous ne pouvez pas rester parce que vous n'avez pas de papier. Je suis d'accord avec ce que vous dites. Je veux rentrer chez vous, je tape à votre porte et vous ne répondez pas. Bon, en fait, monsieur, dans certains cas, il ne tape pas la porte. Oui. Il force la porte. Il force la porte. Voilà. Donc ça, je voulais donner pas une image simple. Allez-y. Voilà. C'est pour dire qu'effectivement, il y a des personnes qui étaient en situation régulière et après... Ils sont devenus en situation irrégulière. Et ils ont engagé des procédures pour établir la régularité à leur niveau. Et cela n'a pas été le cas. Ils contactent même des préfectures en Europe. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Que dit la loi? Est-ce qu'il y a un cadre juridique pour ces personnes? Parce que s'il y a un cadre juridique. Que dit la loi? C'est de respecter. Universel, voilà. Oui, c'est de respecter effectivement d'abord la situation des personnes migrantes. Quand on dit respecter, ça veut dire quoi? Respecter. Dans ce cas-ci, il était en situation régulière pendant 1 an. 1 an. Et puis, 1 an, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, il ne l'est plus. Oui. Qu'est-ce qui prime sur sa vie? Comment vous pouvez Est-ce le droit, son droit à avoir un papier pour rester sur le sol, ou la déclaration universelle qui dit que... Enfin bon, je comprends. En son article 13, effectivement, qui parle de la liberté de circulation. Qu'est-ce qui prime? Oui, vous voyez, moi, c'est-à-dire qu'on peut trouver un migrant qui a quitté un pays à la suite, n'est-ce pas, d'une guerre. C'est un exemple que je donne, on ne souhaite pas cela. Donc, à la suite d'une guerre, donc quand il arrive, qu'est-ce qu'il fait? D'abord, il sera un demandeur d'asile, ça c'est normal. Il intègre un pays. Mais on dit non, on te refuse. Alors, ça dit, s'il quitte son pays, qui est en situation de conflit, il cherche une zone plus sécurisée qu'on ne lui donne pas. Vous voyez? Donc, il va forcer pour entrer et s'établir quelque part jusqu'à ce qu'un jour on puisse mettre la main sur lui. C'est-à-dire qu'il y a cette situation-là. C'est un exemple. Oui, c'est un exemple. C'est de comprendre la situation de chaque migrant. Il y a par exemple des réfugiés, ça c'est normal. Est-ce que les États ont ce temps? De vous à moi, c'est-à-dire que oui, mais quand vous regardez un peu la situation, les différentes rencontres, quand on voit un peu les lois qui passent au niveau de l'Union européenne, au niveau de Frontex et tout, est-ce que les États européens aujourd'hui, l'idée même de réfléchir à qu'est-ce qui l'a motivé, c'est vrai qu'il y a des cas particuliers où on ouvre la porte facilement, mais aujourd'hui même souvent le regroupement familial, on commence à le serrer parce qu'on a, au nom de ça, on a vu ce qui s'est passé. Alors aujourd'hui, quand vous regardez tout ça, les droits des migrants et tout, est-ce que les États en face, l'Europe en face, a le temps de s'asseoir pour regarder au cas par cas? Non, je ne peux pas penser à la place de l'Europe, ce serait trop complexe. Mais ce que nous savons, par rapport aux faits que nous voyons, il y a des textes internationaux. Mais ces textes-là sont là depuis longtemps. Oui, depuis longtemps. Et on sait ce qui se passe aujourd'hui. Oui. Bon. Donc, c'est de les respecter. Donc, nous rappelons, notre rôle, c'est de rappeler ces textes-là, effectivement. C'est comme un peu au niveau même du protocole de la CEDEAO.
relatif à la libre circulation des biens personnes et des biens. On rappelle que la CEDEAO, le credo de la CEDEAO, c'est la CEDEAO des peuples et non des États. Exactement. Donc nous rappelons cela, ça peut être un oubli, nous rappelons, comme il y a peut-être 2 ou 3 ans, on a formé les parlementaires ivoiriens, n'est-ce pas, sur ce protocole-là, un atelier de plaidoyer. Donc nous rappelons, c'est important, c'est d'abord notre rôle. Quand les migrants même nous contactent, on dit non, on n'est pas une structure qui donne des billets d'avion, on n'est pas une structure qui appuie, mais nous sommes une structure qui protège vos droits une fois que vous voyagez. C'est par exemple, on peut dire les communautés migrantes, ici en Côte d'Ivoire, qu'elles soient ghanéennes, togolaises, etc. On protège aussi les droits des migrants, même étant ici. Ça, c'est notre rôle. Protéger veut dire quoi? Surveiller à ce que leurs droits ne soient pas violés. D'accord. Monsieur Cissé, on vous a bien compris. Vous avez surtout dit que vous n'êtes pas là pour faire la sensibilisation à quitter vos États, à quitter vos pays pour aller se chercher en Europe. Ce n'est pas ça le but. Une fois que vous vous retrouvez là-bas, si vous êtes informé de la présence, mais pas dans le désert, hein, mais si vous êtes informé de la présence de l'individu, si vous pouvez intervenir, vous l'association, vous le faites de façon bénévole. C'est-à-dire, on ne dit pas, par exemple, non, quitter la Côte d'Ivoire, non, on ne dira jamais cela. C'est clair. Chaque citoyen est libre d'aller où il veut. Ça, c'est d'abord clair. Maintenant, lorsque vous partez par rapport à cette liberté de circulation, vous avez des problèmes. De façon honnête, vous et moi, est-ce que vous conseillez aux jeunes de partir ? Avec tout ce que vous voyez, tous les témoignages que vous entendez, ce qui se passe en Mauritanie, en Libye, de façon concrète, c'est juste entre nous deux. Est-ce que vous conseillez à quelqu'un de quitter la Côte d'Ivoire? Non, je ne conseille pas d'abord. D'accord, vous avez répondu à la question. Je viens. Je ne conseille pas à quelqu'un de quitter d'abord la Côte d'Ivoire. Pour quitter, il faut avoir certaines capacités. Ça, c'est important. Vous avez répondu. Pour les parents, pour ceux qui ont un enfant qui est parti, dont ils n'ont plus de nouvelles, à quel numéro pourrez-vous joindre pour entamer donc le processus? Donc, au niveau du comité international de la Croix-Rouge, comme je l'ai mentionné, ils ont mis en place un système intéressant, rétablissement des liens familiaux. Et même en Italie, par exemple, le comité international de la Croix-Rouge, avec le laboratoire d'anthropologie et d'ontologie italien, l'université aussi de Milan. Donc, ils sont mis ensemble et avec l'État italien, ils ont mis en place, n'est-ce pas, une procédure pour pouvoir quand même collecter des données avec, bien sûr, des analyses ADN sur des corps de migrants pour les identifier. Vous voyez, donc l'identification est quand même difficile. C'est pour ça qu'il y a des migrants même qui écrivent sur leur chemise avant de traverser. Ils mettent des signes. Ils savent que certainement ils vont mourir. Et effectivement, lorsqu'ils vont mourir, n'est-ce pas, les signes qu'ils auront mis sur les chemises retrouvées peuvent permettre certainement de les identifier. Voilà pourquoi au niveau, par exemple, de la Tunisie, il y a ce qu'on appelle le cimetière des inconnus. Vous voyez, où on met des plaques sous forme de tags, donc pour identifier ces migrants disparus là. À quel numéro? Donc effectivement, c'est pour dire que on essaiera de voir comment éventuellement. C'est un long processus difficile. D'accord, mais c'est pas grave, vous donnez le numéro que vous allez. 20, le 20 00 02 41. 20 00 02 41. 41. Ou le 77 34 10 32. Voilà, 77 34 10 32 20 00 02 41. Oui. Merci d'être venu. Oui, merci à vous. Et puis bonne continuation. Oui, merci beaucoup pour le soutien. Merci. Et nous espérons qu'effectivement, nous allons tous réussir ensemble pour faire en sorte que tout le monde se sente bien dans le monde. Bien sûr. Alors, un communiqué, voilà, si vous êtes physique et doté d'une grande culture générale, venez participer au casting d'une nouvelle émission de divertissement qu'organise la RTI le lundi 17 octobre de 14h à 18h à la maison de la télévision à Cocody. Venez nombreux. Alors, je rappelle que si vous êtes physique et doté d'une grande culture générale, venez participer au casting d'une nouvelle émission de divertissement qu'organise la RTI le lundi 17 octobre, c'est-à-dire lundi prochain, de 14h à 18h à la maison de la RTI, à partir de 14h à 18h. Voilà, je reviendrai donc sur ce communiqué. D'ici la fin de l'émission, nous allons recevoir ceux qui viennent annoncer des événements. À tout à l'heure.